Aujourd'hui, nous sommes en terre limousine, dans le département de la Haute-Vienne, à peu près 35 km au sud-ouest de Limoges. Et notre objectif, c'est la découverte du château de Chalut-Chabrol, que vous devriez déjà percevoir sur la gauche. Vous voyez un château placé sur une éminence et qui lui permettait de dominer tous les environs, de contrôler la route surtout. La visite de ce château va nous permettre de refaire connaissance, de mieux connaître deux personnages qui sont passés ici. Deux personnages qui nous venaient d'outre-Manche. Alors le premier était anglais et le second, lui, était britannique. Alors nous voilà à l'intérieur de la première enceinte du château de Chalut-Chabrol. Évidemment, l'endroit n'a pas été choisi au hasard, c'est une position dominante. On aperçoit la ville de Chalut en contrebas. Et surtout, on découvre ce qui reste de ce château, qui en a beaucoup vu. C'est d'abord sur la droite, cette petite chapelle, les ruines de cette chapelle romane, une chapelle castrale. On verra qu'elle est importante pour l'histoire qui va suivre. On voit aussi au milieu la fameuse tour ronde qui fait environ 25 mètres de hauteur. Et au fond, deux corps de bâtiments. Celui de droite, c'est un bâtiment privé du XVIIIe siècle, mais surtout à gauche, on a ce bâtiment massif au mur extrêmement épais, jusqu'à 3 mètres. Un bâtiment dont un angle est renforcé par une grosse tour ronde, une tour à archère. On va maintenant rentrer dans ce bâtiment. Alors, les plus anciens éléments du château remontent au XIe siècle. C'est à ce moment-là qu'il a été construit par les vicomtes de Limoges, lesquels cherchaient un point de contrôle sur la route qui reliait Limoges à Périgueux. Alors, inutile de vous dire que depuis le XIe siècle, le château a connu beaucoup de destruction, beaucoup de transformations. On sait par exemple qu'il a, au cours des siècles, été assiégé 4 fois, ce qui explique qu'on va avoir un petit peu de mal à suivre l'évolution architecturale de ce bâtiment. Alors, tout cet étage de ce vieux bâtiment est occupé par une pièce unique. Je vous ai dit que c'était assez difficile de comprendre la manière dont ce bâtiment était agencé. Néanmoins, vu les proportions, on peut considérer qu'il s'agit d'une pièce qu'on appelait l'aula, autrement dit la salle d'apparat où on recevait les personnages importants. Mais cette aula elle-même repose sur un autre niveau où l'on va trouver diverses salles qui aujourd'hui sont pratiquement enterrées, qui devaient correspondre aux réserves, à la cuisine, etc. On va aller voir ça. Alors voilà cet autre niveau, mais on constate qu'on arrive sur un plancher. Il est probable qu'il y avait encore d'autres pièces en dessous. On va passer dans celle qui se trouve à côté, qui est maintenant dans l'obscurité. Très belle pièce, avec une grande cheminée. On peut imaginer qu'on avait là la cuisine. On voit surtout qu'il y a des ouvertures bouchées aujourd'hui,
Donc le niveau du sol extérieur devait être plus bas. On voit aussi qu'il y a des départs vers d'autres pièces qui sont maintenant condamnées, ce qui nous laisse évidemment penser que le plan du château au Moyen-Âge devait être quand même beaucoup plus complexe que ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir cette tour d'archère. Et nous voilà arrivés à l'intérieur de cette tour de défense avec les emplacements d'archères. Celle-ci est relativement bien conservée. C'est une archère en croix qui permettait évidemment d'augmenter l'angle de tir de chaque côté comme vers le sol. Et puis alors, je vais vous montrer une petite pièce à côté, assez surprenante. Ce qu'on appelait les retraits, si vous préférez les latrines. En vous approchant, vous verrez qu'il y a un conduit. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Évidemment, la pierre qui recouvrait ce conduit avec un trou au milieu a été brisée, mais enfin, on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Je ne pense pas, comme certains affirment, que c'est un monte-charge, surtout qu'il y a le même conduit qui mène à l'étage supérieur. Alors, on va monter dans la tour, cette petite tour ronde, à l'étage supérieur par un escalier en colimaçon, évidemment assez étroit. Et on débouche sur cette plateforme qui n'était certainement pas le haut de la tour, puisqu'il y a des départs d'un autre escalier. Mais bon, là encore, on apprécie la vue sur plusieurs centaines de degrés. Regardez cette autre ruine dont nous reparlerons tout à l'heure. Voilà cet angle ici, c'est l'angle du bâtiment des latrines. Excusez-moi de revenir sur ce sujet un peu trivial. Si on s'approche, on voit la sortie. On voit la sortie de ces latrines qui ont d'ailleurs été collées sur le bâtiment et sa tour. Donc le bâtiment des latrines avec les sorties en escalier et surtout au-dessus deux ouvertures qui pour moi sont des ouvertures d'aération. Alors devant nous se trouve le puits du château, un élément évidemment indispensable, et derrière cette magnifique tour ronde, le donjon roman de Chalut, qui a toutes les caractéristiques de l'époque, comme on va le voir. Bien, des éléments les plus caractéristiques des tours, des donjons romans, c'est l'unique entrée, plutôt étroite, toujours située en hauteur, pour rendre évidemment l'accès plus difficile pour l'ennemi. Et on va maintenant y grimper. Et en passant, vous remarquerez l'épaisseur des murs. Je disais 3 mètres, oui, on n'en est pas loin ici, hein. C'est vraiment impressionnant. Alors bien sûr, il existe une salle basse dans le château, on l'aperçoit ici. Tu vas voir, tu sens le courant d'air, hein. Il y a un afflux d'air qui sort, une salle basse qui est très profonde, et il existait un souterrain qui permettait de relier le donjon au puits qu'on vient de voir. Évidemment, en cas de siège, c'était souhaitable. Une autre particularité de ces donjons, comme vous allez le voir, eh bien, c'est l'absence d'ouverture. L'absence disant qu'il y a quelques ouvertures, mais qu'elles sont toujours très étroites, pour des raisons que vous comprenez facilement. Et encore une autre caractéristique, on va la retrouver en haut de cet escalier, eh bien c'est dans l'épaisseur du mur
un autre escalier, cette fois-ci en pierre, et qui permet d'accéder à la dernière plateforme, à l'escalier qui est vraiment très très étroit. Eh bien, on va voir ça. Alors sur ce niveau intermédiaire, je viens juste de vous dire qu'il y avait des ouvertures étroites. Il se trouve qu'ici, elles sont plus larges, parce que c'est vrai qu'on se trouve plus haut, donc hors d'atteinte des échelles par exemple. Et surtout, cette ouverture en particulier, eh bien, elle aboutissait à ce qu'on appelle un our, c'est-à-dire une structure de bois en porte-à-faux au-dessus du vide, mais surtout au-dessus de l'entrée d'où nous venons. Et elle permettait de battre, de contrôler l'entrée du donjon. Ça commence à faire haut là. Alors voilà la dernière plateforme du donjon de Chalut-Chabrol. Et il semble bien que c'est cette tour que le premier personnage dont je vous ai parlé, le roi Richard Ier d'Angleterre, le roi Richard Cœur de Lion, eh bien c'est cette tour qu'il a découvert quand il est arrivé à bonne distance du château au mois de mars, à la fin du mois de mars 1199. Alors, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que venait faire Richard ici? Eh bien, il faut se souvenir que Richard est en conflit. Il est presque toujours en conflit avec son ex-grand ami, devenu son ennemi mortel, le roi de France, Philippe Auguste. Et que fait le roi de France? Eh bien, il essaye, sans arrêt, de récupérer les possessions continentales de Richard Cœur de Lion. Alors ces possessions, c'est surtout le duché de Normandie et le duché d'Aquitaine, où nous sommes maintenant. Et tout au long de son règne, Richard Cœur de Lion va régulièrement mater la rébellion de ses vassaux qui sont évidemment encouragés et peut-être même aidés financièrement par le roi de France. Et c'est exactement ce qui se passe ici en 1199. Le vicomte de Limoges se rebelle contre Richard Cœur de Lion, lequel va aussitôt, très rapidement, envoyer une armée dans la région. Une armée qui est commandée par une sorte de mercenaire, on disait un routier à l'époque, un personnage absolument pas recommandable, qui s'appelle Mercadier. Et quand le roi Richard arrive aux alentours de Chalut, eh bien le château est déjà assiégé par ce Mercadier, en même temps d'ailleurs qu'il assiège d'autres châteaux aux alentours. Le but, c'est de punir, de détruire les châteaux du vicomte de Limoges. Alors vous voyez que nous sommes revenus dans la grande salle du château parce que c'est un endroit vraiment exceptionnel et on va continuer notre histoire. Mais il faut aussi comprendre que ce récit, il nous a été transmis par les chroniqueurs de l'époque qui sont plus ou moins fidèles, plus ou moins orientés, suivant qu'ils étaient anglais ou français comme Roger de Coveden, ou Raoul Coggeshall, ou Guillaume Le Breton. Et donc, c'est une sorte de synthèse d'après les chroniques qui paraissent les plus impartiales. Mais évidemment, cette synthèse, elle n'est pas exempte d'erreurs. Donc, on retourne à notre roi Richard, qui assiste au siège du donjon. C'est le donjon lui-même qui est maintenant assiégé par Mercadier. Et on sait que ce donjon, il est occupé par une petite garnison. Il y a aussi des femmes et des enfants, 38 personnes en tout. Et tout ça sous le commandement de 2 chevaliers locaux. L'un s'appelle Pierre Breu et l'autre Pierre Basile. Alors une petite anecdote quand même à propos de ce Pierre Basile, dont on dit qu'il se tient tout à fait en haut de la tour d'où nous venons, cette tour qui était beaucoup plus haute, elle faisait 35 mètres de hauteur. Il se tient en haut de cette tour
et par défi, il provoque les archers anglais à l'aide d'une poêle à frire en détournant leurs flèches. Ce qui est très amusant, c'est que le roi Richard assiste à la scène et qu'il n'en est pas du tout offensé. Au contraire, on dit qu'il applaudit. Ça semble prouver qu'il y a une sorte de, on dirait aujourd'hui, une solidarité de caste, une solidarité transnationale entre guerriers. C'est en quelque sorte le vieux guerrier invincible qui marque une sorte de respect amusé pour un jeune guerrier audacieux. Alors malheureusement, le roi ne savait pas que quelques heures plus tard, c'est ce même Basile qui va décocher avec son arbalète le trait qui va le blesser. Le roi est transporté blessé dans la cuisine du château et là, eh bien, c'est le chirurgien de Mercadier qui va tenter d'extraire la pointe du carreau d'arbalète de la blessure et malgré ses efforts ou à cause de ses efforts, eh bien, il ne réussira pas et la blessure va s'infecter et puis va venir la gangrène. Après quelques jours, le roi se sent condamné et à ce moment-là, il va lui-même organiser en quelque sorte ses propres funérailles. Il va d'abord gracier le tireur qui entre-temps s'est rendu. Il va envoyer des messagers à sa mère, la reine Aliénor d'Aquitaine, qui va aussitôt se mettre en route et arriver pour assister le roi dans ses derniers instants. Et puis aussi, Richard, dans ses dernières volontés, va souhaiter que son corps soit en quelque sorte éparpillé. Ça se faisait couramment pour les personnages importants, pour les personnages sacrés. Il va demander que son cœur soit séparé de son corps, embaumé et envoyé à Rouen, la capitale de son duché de Normandie. Son corps, lui, il veut qu'il soit transporté jusqu'à l'abbaye de Fontevraud, une abbaye où déjà son père Henri II repose et qui deviendra en quelque sorte la nécropole de la famille Plantagenet. Et enfin, eh bien, il va ordonner que ses entrailles, non vidées, précise-t-il, soient offertes aux Français. Et en fait, ces entrailles vont être enterrées dans l'église castrale du château de Chalut, en présence de sa mère Aliénor d'Aquitaine. Et tout ça est arrivé le 6 avril 1199. Alors, à propos de ce cœur, eh bien, on va donc l'embaumer et l'envoyer reposer à la cathédrale de Rouen, près du chœur, où au bout d'un moment, il va être un petit peu oublié. Et en 1838, on retrouve une boîte en plomb sur laquelle est inscrit « Ici est le cœur de Richard, roi d'Angleterre ». Et évidemment, la boîte contient de la poussière et elle va être précieusement conservée. Et ce n'est qu'en 2011 qu'un médecin légiste français, un spécialiste de la médecine légale, va se décider d'analyser ce qui reste de cette boîte. Il s'agit du docteur Philippe Charlier, et les résultats qu'il obtient sont quand même assez étonnants, puisque, évidemment, après analyse, eh bien, on trouve des restes de toile de lin, puisque le cœur, vraisemblablement, a été enveloppé dans un textile. Et puis alors, on a retrouvé aussi beaucoup d'autres matériaux très divers, comme par exemple du myrte, de la menthe, du pin, du plantain, du chêne, de la campanule, de la marguerite, de la chaux, du mercure ou encore de l'encens, ce qui fait quand même beaucoup pour un simple embaumement.
Et évidemment, certains des produits que je viens d'énumérer, comme la chaux, étaient utilisés pour déshydrater, autrement dit pour préserver, pour conserver, alors que d'autres produits, en particulier les fleurs, étaient connus pour la puissance de leur parfum. On cherchait d'ailleurs à, en quelque sorte, faire que le cœur de Richard, et symboliquement Richard tout entier, sente bon. Autrement dit, qu'il soit en odeur de sainteté. L'odeur de sainteté, eh bien, c'était une sorte de croyance. On s'imaginait que les saints, après leur mort, eh bien, le corps de ces saints ne suivait pas le processus naturel de putréfaction, en tout cas que leur corps exhalait une odeur absolument délicieuse. Alors pourquoi faire en sorte que Richard sente bon? Eh bien tout simplement parce qu'il faut connaître qui était Richard exactement, et certainement pas le gentil roi qui nous est proposé dans les films d'Hollywood, comme par exemple les divers films sur Robin des Bois. En vérité, ce roi Richard n'est pas si aimé que ça par son peuple, et on sait que si c'est certainement le plus grand guerrier du Moyen-Âge, eh bien c'est aussi un être brutal et cruel. Alors on peut aussi dire que tous les hommes de guerre de cette époque l'étaient. Ben oui, certainement que Richard, comme les autres, et au risque de faire un anachronisme, est un criminel de guerre. La différence, c'est que ce qu'on pouvait reprocher à un soudard comme Mercadier, c'est difficile de l'accepter d'un roi, d'un très grand roi chrétien, en particulier un roi qui a combattu en Terre Sainte pour délivrer le tombeau du Christ, même s'il n'est pas complètement arrivé. Ensuite, un deuxième péché gravissime pour l'Église, c'est de constater que Richard devait être extrêmement orgueilleux. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait un ego surdimensionné, un orgueil qui devait être favorisé par le fait de ses nombreuses victoires au combat. En fait, il n'a jamais été vaincu, et peut-être avait-il le sentiment d'être invulnérable et au-dessus des autres hommes. C'est pour cette raison que l'Église va décider que Richard n'ira pas au paradis directement sans passer par un séjour au purgatoire. Et pour adoucir ce séjour au purgatoire et ensuite favoriser son accès au paradis, eh bien il fallait en quelque sorte que Richard ressemble le plus possible à Jésus lui-même. À ce propos d'ailleurs, je vous ai parlé d'encens. Eh bien, à cette époque, l'encens est un produit, un ingrédient extrêmement rare, extrêmement coûteux et presque sacré, puisqu'il était réservé à Jésus, aux cérémonies qui avaient lieu autour de Jésus. Donc, employer l'encens avec un autre personnage, c'était en quelque sorte faire en sorte qu'il lui ressemble le plus possible. Et il y a même plus fort, c'est que on sait que c'est l'archevêque de Rochester qui va se charger du cas de Richard, qui va se charger de son âme, et qui va dire que le roi passera 33 ans au purgatoire. Et 33 ans, évidemment, ça doit éveiller en vous, faire sonner quelques cloches, puisque c'est l'âge du Christ quand il est mort. Alors avant de partir, jetons un coup d'œil sur ce qui reste de cette très très belle petite chapelle romane, la chapelle castrale de Chalut. Elle a été entièrement pillée, les pierres ont été emportées, les sculptures également. Il reste des photos comme celle-ci, où on peut voir que beaucoup de choses ont été pillées. Et c'est donc dans cette chapelle que reposeraient les entrailles de
de Richard Cœur de Lion, on peut penser qu'elle se trouve dans le chœur, dans l'abside, c'est-à-dire ici, sous nos pieds. Alors notre deuxième personnage est un jeune étudiant britannique qui arrive à Chalut, ici même, le 16 août 1908. Il va louer une chambre au Grand Hôtel du Midi qui se trouvait juste derrière moi. Il est arrivé en bicyclette puisque c'est son 3e voyage en France. Il est là pour étudier l'architecture militaire française, les châteaux forts, et à la fin, il aura ainsi parcouru plus de 3500 km en moins de 2 mois. Quand on connaît les bicyclettes de l'époque, on s'imagine l'effort que ça représente. Et ça vous donne déjà une idée sur l'énergie extraordinaire de ce personnage, un certain T.E. Lawrence, qui bientôt deviendra Lawrence d'Arabie. Et pour parler plus longuement de ce personnage, je vous propose de me suivre et on va s'approcher du 2e château de Chalut. Aussitôt installé au Grand Hôtel du Midi, eh bien, Lawrence va se mettre en quête d'un guide qu'il va trouver et eh bien, on va l'amener voir le château d'où serait parti le tir fatidique. Et il arrive ici, à l'endroit où nous sommes, devant ce château, qui est le château de Chalut-Molmont. Le problème, c'est que ce n'est pas le bon château, on le sait aujourd'hui. Celui-ci a été construit au XIIIe siècle, hein, après la venue de Richard. Et bien, Lawrence commence à avoir des doutes lui aussi parce que le guide, quelque part dans la vallée de la Tardoire, lui montre une sorte de rocher sur lequel le roi Richard se serait tenu au moment où il a été blessé. Et Lawrence constate que depuis ce rocher, ou plus exactement que depuis soit ce château, soit le château de Chalut-Chabrol, il est absolument impossible d'atteindre ce rocher. Alors on peut imaginer bien sûr la surprise de ce pauvre Lawrence. Alors on imagine la surprise, mais certainement aussi la déception du jeune Lawrence qui n'est pas arrivé à Chalut par hasard le 16 août 1908, puisque ce jour-là, il a 20 ans. C'est le jour de son anniversaire. On ne peut pas croire, bien sûr, au hasard, hein. On peut même penser que le jeune Lawrence est venu ici comme une sorte de pèlerinage sur les lieux de la mort du roi Richard qu'il admirait beaucoup. C'est aussi étrange de constater que ces deux personnes, le destin de ces personnes s'est fait en Terre Sainte, on pourrait dire dans le désert, aussi bien pour le roi Richard, vainqueur de Saladin, que pour Lawrence, le vainqueur en quelque sorte des Turcs, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc finalement, deux rois, un roi d'Angleterre et puis une sorte de roi du désert. Étonnant, non ?